Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus en détail de cette sixième journée de Ligue des Champions. On a déjà parlé du Real qui a gagné contre l'Atalanta, victoire 3-2. Le Real qui passe à 9 points, qui du coup prend son destin en main malgré les problèmes qu'il y a en ce moment, les problèmes de blessure, que ce soit Vinicius, Mbappé qui est sorti pendant le dernier match, Rodrigo qui a dû jouer malgré qu'il n'était pas encore en forme, étant Bellingham petit à petit, vu son activité dans cette équipe-là. On sent que ça va pas tarder si Ancelotti n'en prend pas soin, s'il ne décide pas de le faire, de le reposer un petit peu en utilisant, je sais pas moi, Arda Güler, Ceballos, etc. Il va peut-être le payer très cher dans la deuxième partie de saison. Comme l'a dit Kylian Mbappé, c'est en deuxième partie de saison qu'on t'attend. Donc en deuxième partie de saison, si t'as pas Bellingham, t'as pas Mbappé, t'as pas Vinicius, t'as pas Rodrigo, t'as déjà pas Cavajal et Militao. Donc ça peut être extrêmement compliqué pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler du Barça qui a gagné contre Dortmund. On va parler des Leverkusen qui a gagné contre l'Inter de Milan. Et on va parler de Manchester City qui malheureusement a connu une autre défaite, cette fois-ci à l'extérieur. 2-0 contre Juventus de Turin. L'Atlético a gagné, le Milan a gagné. Ce classement-là devient encore plus dingue avec plein d'équipes à 13 points, plein d'équipes à 12 points, plein d'équipes peut-être à 11 ou 10 points. Il n'y a que Liverpool qui a 18 points et le Barça qui en a 15. Liverpool qui est déjà qualifié là pour les huitièmes de finale. Ils sont sûrs de terminer parmi les 8 premiers. Le Barça qui doit encore gagner un match ou pourquoi pas ne pas perdre les 2 matchs qui leur restent. Et ils sont sûrs de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Donc évidemment, on va commencer par le Barça. Le Barça qui a gagné 3-2. Match difficile pour ce déplacement compliqué à Dortmund. Dortmund qui n'avait pas perdu chez eux, je ne sais pas depuis combien de temps. Dortmund qui est la deuxième meilleure attaque de cette Ligue des Champions, tout comme le Barça qui est la première meilleure attaque. Je crois qu'avant ce match, Barça en avait un plus 18, Dortmund un plus 16 si je ne me trompe pas. Et grâce à cette victoire, donc le Barça rajoute beaucoup plus de buts à son actif et passer à 15 points. Donc, comme je l'ai dit, si tu arrives à même faire 2 matchs nuls, tu passes à 17 points. Obligatoirement, tu vas terminer parmi les 8 premiers. Ce que j'ai aimé dans ce match-là, contrairement au dernier match du Barça, surtout en Liga, hein, que ça soit contre Betis qui est beaucoup plus récent, que ça soit contre le Celta Vigo, que ça soit contre la Real Sociedad, Las Palmas, etc. Pour un déplacement qui est compliqué chez Dortmund, j'ai trouvé ce Barça-là très intéressant. Surtout en première période, le Barça avait le contrôle de la balle. C'était pas un Barça qui se faisait dominer dès le début du match, un Barça plutôt qui était en maîtrise. Et ça montre un peu le caractère de cette équipe-là. Et ça montre aussi que le fait que Flick a décidé de faire des changements très tôt dans le match contre le Betis, c'est qu'il pensait au Borussia Dortmund. Et en regardant ce match-là, on a vu que il a pris les bonnes décisions. En tout cas, ce qu'il pensait faire contre Dortmund, ça a été le cas. Certes, en première mi-temps, le Barça avait la possession et que le Barça n'arrivait pas non plus à trouver des occasions dangereuses. Dortmund qui, à mon étonnement, est venu dans un système beaucoup plus défensif. Le Barça avait la possession, mais c'était compliqué de trouver une brèche dans la défense. Il y a eu une passe de Lamine Yamal, une passe extérieure du pied, ça spécial de Lamine. Malheureusement, Rafinha n'a pas su concrétiser cette action. Il y a eu une frappe de Lewandowski à rentrer de la zone, mais sinon c'était plus dans la possession, dans la maîtrise que le Barça avait le contrôle du match. Dortmund qui n'avait pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, et ça m'a plu. Ça montre que c'est un Barça qui savait exactement ce qu'il faisait et qui était venu
à Dortmund avec des intentions très claires. Évidemment que c'est en deuxième mi-temps que ça s'est joué. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Dortmund, au moment où ils ont décidé de changer la physionomie du match, au moment où ils ont décidé de jouer au ballon, contrairement en première mi-temps, avec le changement de Yann Couto qui est monté à la place de Ryerson, Dortmund est passé beaucoup plus offensif dans ce match-là et c'est à ce moment-là que le Barça a marqué grâce à une contre-attaque. Dani Olmo, Rafinha qui reçoit le ballon et Rafinha qui a réussi à ouvrir le score pour le Barça. C'est exactement ce que je disais contre Betis. Hein. Si vous avez regardé ma dernière vidéo contre le Betis. Le Barça actuellement, ce Barça de flic là, c'est plus un Barça qui tourne autour du pot, c'est plus un Barça qui a une possession stérile, c'est plus un Barça qui a un seul visage, à savoir la possession et tout ça, des tiki-taka, etc. C'est un Barça qui est capable aussi de partir très vite avec des profils comme Dani Olmo, comme Rafinha, comme Lamine Yamal, etc. Et il faut être capable d'utiliser ces gars-là à leur plein potentiel. C'est ce qu'a fait le Barça et c'est exactement ce qui a permis au Barça de ouvrir le score. Mais autre remarque aussi, c'est que ces derniers temps, le Barça a du mal aussi à conserver le score. Non seulement a du mal à conserver le score, mais ce qui m'interroge le plus, c'est que c'est le Barça qui se sabote eux-mêmes parce que contre le Celta Vigo, malgré que le Barça menait des 0, malgré que le Barça avait pris un carton rouge, c'est une erreur de Koundé qui a permis au Celta Vigo de revenir au score. Contre Las Palmas, c'est des mauvais placements défensifs. Contre le Betis, c'est une mauvaise passe au milieu de terrain. Je ne sais pas qui a fait la mauvaise passe et ça a provoqué un penalty, etc. Et contre Dortmund, vous avez vu, le Barça a encaissé 2 buts, mais c'est 2 buts que le Barça a permis au Borussia Dortmund de marquer. C'est pas comme si Dortmund ils étaient tellement supérieurs, même si à un moment donné ils ont mis le tempo, ils ont bousculé cette équipe du Barça là, mais c'est les joueurs eux-mêmes qui ont commis des erreurs qui ont fait en sorte que Dortmund a pu marquer 2 buts. Le premier but, pour moi, l'attaquant il est hors jeu. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que, vu que c'est un penalty, est-ce que la VAR ou du moins l'arbitre aurait pu revenir sur la situation parce que c'est un penalty, c'est un hors-jeu. Mais Koubarsi n'avait pas à faire cette faute bête-là, du coup, qui a permis au Borussia Dortmund d'avoir un penalty et du coup, ils ont égalisé. Le deuxième but, encore une fois, de l'égalisation, c'est une mauvaise passe de Inigo Martinez en plein milieu, sur le côté gauche, je crois. Et Couto qui a fait la passe et je sais pas, je me rappelle pas c'est qui son nom là qui a reçu le ballon, qui a fait la passe pour Guirassy qui a marqué un doublé dans ce match là. Donc c'est ça, le Barça a encaissé 2 buts à l'extérieur, mais c'est des buts provoqués par le Barça. C'est pas comme si pendant les temps faibles que le Barça subissait, que l'équipe a encaissé des buts exceptionnels de la part de l'équipe adverse. Donc ça c'est une chose qu'il va falloir travailler. Araujo est de retour en ce moment. Eric Garcia est de retour. Christensen, je ne sais pas quand il va revenir. Peut-être que c'est un problème de fatigue. Les gars comme Inigo et comme Koubarsi, ils ont enchaîné les matchs depuis le début de la saison avec une grosse intensité. Vous savez comment joue l'équipe de Hansi Flick. Peut-être que les gars ont besoin de repos. Hein. Des mêmes Koundé, qu'on a vu un meilleur Koundé contre Dortmund contrairement aux autres matchs. Je pense que c'est un moment qu'il va falloir faire des changements, des rotations. Pourquoi pas contre les Ganes ce week-end pour essayer de vraiment mettre les gars dans des bonnes dispositions. Parce que en deuxième partie de saison, encore une fois, on aura besoin d'eux. Il est temps de faire revenir Gavi, de faire rentrer Frenkie, Ferran Torres, Pau Victor et tout le monde qui est disponible pour pouvoir permettre à cette équipe-là d'être complète en deuxième partie de saison. Ferran Torres est monté, lui qui a marqué un doublé, un premier but à bout portant sur un tir de Fermin Lopez. Je ne me rappelle plus si c'était Lamine qui avait fait le centre. Fermin Lopez qui a tiré, Kobel qui a fait l'arrêt et Ferran Torres qui a eu le rebond et qui a marqué.
Et le troisième but sur une passe encore une fois de Lamine Yamal qu'il avait fait la dernière fois contre le Betis pour le même Ferran Torres et qui a réussi à marquer, même si ce troisième but là, nous tous on n'était pas sûr que ça allait aller au fond. Mais après, parce que Ferran, il a fait un mauvais contrôle, mais il a eu le temps de vraiment regarder le gardien. Je pense qu'il a fait au moins 2-3 coups d'œil avant de tirer, ce qui lui a permis de vraiment mettre le ballon là où il faut et qui a permis au Barça de marquer le troisième but et de gagner ce match. Inutile de vous dire que Ferran Torres qui marque un doublé en Ligue des Champions, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça va lui permettre de reprendre beaucoup plus de confiance, même si ça fait longtemps qu'on attend que Ferran reprenne confiance. Mais la réalité, c'est que même si j'ai envie de voir Pau Victor jouer à la place de Ferran, mais la hiérarchie en ce moment, c'est que Ferran est en avant de Pau Victor. Donc, que l'on veuille ou non, Flick va continuer à jouer avec Ferran Torres, que ça soit dans l'axe comme attaquant, comme il l'a fait la dernière fois pour faire sortir Lewandowski, ou sur le côté gauche de temps en temps quand il va décider de faire souffler Rafinha qui en a vraiment besoin en ce moment. On a vu comment il est sorti pendant ce match-là. Donc, s'il arrive à marquer, à être en confiance, et commencer à marquer des buts, pourquoi pas commencer à s'intégrer dans cette équipe-là, ça sera une bonne nouvelle. Donc, je disais Rafinha qui est sorti pendant ce match-là. J'espère que c'est pas trop grave, mais Rafinha aussi, il a besoin de repos. Rafinha pour moi c'est un peu le Bellingham. Bellingham et Rafinha, je les analyse dans les deux équipes et je vois que les deux, ils ont à peu près le même rôle. Je dis pas que c'est les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes profils. Au niveau jeu, Rafinha et Bellingham, c'est deux joueurs complètement différents. Mais l'impact qu'ils ont tous les deux dans leurs équipes, c'est à peu près similaire. Rafinha, il est à gauche, il est à droite, il est dans l'axe, il est au milieu, il est en défense. Rappelez-vous la dernière fois contre le Betis, c'est Rafinha qui est venu sauver un ballon sur la ligne de Iñaki Peña. Bellingham, c'est pareil. Il est dans l'élaboration, dans la construction. Il est à droite, il est à gauche, il est en défense. Et dans la projection, comme on a pu le voir contre l'Atalanta, qui est allé prendre une passe de Vinicius pour construire une action à lui tout seul pour marquer des buts. Le troisième but pour le Real qui a permis au Real de gagner ce match-là. Donc ces gars-là, sur une durée de 3-4 mois, à un moment donné, vu l'activité qu'ils ont dans leur équipe, va falloir les faire souffler. Certes que ça soit pour le Real et pour le Barça, Rafinha qui joue pas, ça peut être problématique. Bellingham qui joue pas, ça peut être problématique. Mais les deux coachs n'ont pas le choix de faire souffler ces gars-là parce que, encore une fois, la saison n'est pas encore terminée. Il y a une deuxième partie de saison qui nous attend. Donc, très belle victoire du Barça qui est passée à 15 points maintenant. Il leur manque peut-être une victoire. À 18 points, là, je pense que le Barça va terminer à la 8e dans les top 8. Il reste Benfica, il reste l'Atalanta à aller jouer. Tu vas te déplacer contre Benfica et tu vas recevoir l'Atalanta. Donc, il y a au moins de gratter au moins 4 points minimum, ou pourquoi pas un 6 points, et ce qui pourra te permettre de vraiment t'assurer d'être en 8e de finale directement. Alors, l'autre match, c'était Inter de Milan, Leverkusen. Leverkusen qui a gagné à la 90e minute de jeu grâce à un but de Mukiele. Ce match-là, c'était un match qui était assez compliqué aussi à regarder parce que ces deux équipes... comment je peux dire ça? C'est deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai envie de saluer le travail de Xabi Alonso dans cette équipe-là. Dans moins de 3 ans, le gars a réussi à construire une équipe aujourd'hui que quand tu vas jouer contre Leverkusen, tu vas pas te dire automatiquement que tu vas gagner, même si tu vas chez toi et même si tu vas chez eux. Oui, ils ont perdu contre Liverpool, mais on a vu que déjà Liverpool, c'est une meilleure équipe qu'eux.
Mais on a vu aussi que ça s'est joué presque à la fin de la deuxième mi-temps. Donc Luis Diaz qui a éclaté tout le monde. Mais si vous avez vu la première mi-temps, vous avez vu que Leverkusen, ils étaient capables de jouer à jeu égal avec Liverpool. Et cette équipe-là, je prends du plaisir à la regarder avec des Grimaldo, des Frimpong, Florian Wirtz. Donc, Xabi Alonso a réussi à utiliser ces deux demi-latéraux comme des ailiers quasiment. Il a réussi à les remplacer avec des Mukiele et des... comment il s'appelle? Nkapié, je crois. Et au milieu de terrain, tu as Palacios, tu as Granit Xhaka, etc. Donc, c'est une très belle équipe à regarder, le Leverkusen. Et l'Inter de Milan qui est assez similaire avec des pistons comme Di Marco, comme Darmian. Dumfries n'a pas joué dans ce match-là, je crois qu'il était blessé. Mais quand on regarde le milieu de terrain de l'Inter, Barella qui était sur le banc, mais tu as des Mkhitaryan, des Canaloglu, tu as Thuram en attaque, même si Lautaro a commencé sur le banc. C'est deux équipes assez similaires et deux équipes qui sont à peu près au même niveau, ce qui a donné lieu à un genre de match très tactique, deux équipes disciplinées. Et à la longue, ça peut être difficile à regarder. Mais au final, Leverkusen a réussi à gagner à toute fin de match grâce à Nordi Mukiele qui a marqué. Donc Leverkusen a su être patient contre cette équipe d'Inter-là. Et c'était la seule façon de les battre. Hein. L'Inter de Milan, quiconque connaît l'Inter de Milan, sait que l'Inter de Milan, c'est pas une équipe facile à gagner. C'est une équipe qui est ultra défensive et c'est une équipe aussi qui est capable de te surprendre en contre-attaque. Je viens de parler de Barilla, de Canaloglu, de Mkhitaryan, etc. et de tous ces autres joueurs-là qu'ils ont, qui sont capables à un moment donné de sortir et de marquer et ensuite de revenir. Donc l'Inter de Milan aussi qui a encaissé leur premier but dans cette compétition-là et aussi leur première défaite dans cette compétition-là. Donc bravo à Leverkusen qui du coup fait partie des équipes qui sont dans le top, des équipes à 13 points là, dans le top 8 en ce moment, hein, avec Arsenal, Aston Villa, l'Inter aussi qui avait déjà 13, Brest, Lille, etc. Donc bravo à Xabi Alonso. Très bon match, beaucoup plus compliqué à regarder que le Barça contre Dortmund. Mais c'était un match quand même qui avait son charme. J'ai adoré voir Florian Wirtz dans cette équipe-là. Granit Xhaka, il est vraiment à sa place. Palacios en début de saison qui n'était pas complètement intégré dans cette équipe-là, mais petit à petit, il joue de temps en temps. Alors que tu as des Andrich sur le banc. Donc, Xabi Alonso, il a un très bon effectif. J'espère que il va pouvoir garder ses joueurs et que lui aussi, il va pouvoir rester. Parce que je me dis, ce projet-là, si Alonso décide de rester et que les autres décident de rester, ils peuvent vraiment construire une très belle équipe avec Leverkusen. Donc, on sait que malheureusement, la réalité, c'est que tu as des équipes comme le Barça ou comme le Real, comme Liverpool, Manchester City, etc., qui ont non seulement l'argent et qui ont aussi le prestige pour aller chercher ces joueurs-là. Mais s'il décide de rester et que tout le monde décide de rester à sa place, déjà il y a Tatsoba là. On parlait déjà que Tatsoba il était même prêt à venir au Barça. En tout cas, d'après les infos que j'ai pu lire, il est prêt à venir au Barça. Même à avoir un rôle beaucoup plus secondaire, alors qu'à Leverkusen, il est capitaine et chef de la défense et il joue même en sélection. Donc, mais quand même, on va pas se projeter trop, mais pour l'instant, ce qui se passe avec Leverkusen, c'est exceptionnel. Donc, l'autre match, c'est Manchester City. City qui a perdu 2-0 contre Juventus de Turin dans un match... je vais dire, que ce soit City, que ce soit Juventus, les deux équipes avaient besoin de gagner. Beaucoup plus City aussi à cause de leur mauvaise passe. Là, en ce moment, ça fait plus de 8 matchs, je crois, qui n'ont pas gagné un match. La dernière fois, ils ont fait match nul alors qu'ils menaient 3-0. Ils ont perdu contre le Celtic 4-1.
Donc City qui est maintenant après 6 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Donc prochain match, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain, ensuite à l'extérieur. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour Manchester City. Mais néanmoins, j'ai pu regarder le match et franchement, avec l'équipe qu'a Guardiola en ce moment, avec les blessés qu'il y a, euh, je dois dire que j'ai trouvé le match extrêmement intéressant. Et je pense que, comme l'a dit Guardiola en conférence de presse, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que pour moi, City, ils ont vraiment essayé de faire le mieux. D'ailleurs, on a vu un City très possessif qui avait la possession du match, du ballon. Un City certes qui n'arrivait pas vraiment à inquiéter cette équipe de Juve là. Hein. Les équipes italiennes, vous savez que c'est compliqué à jouer. Malgré que c'était à l'extérieur, j'ai trouvé que c'était un bon match. Une équipe de City pas chanceux, malheureusement, parce qu'ils ont eu des occasions, que ce soit Haaland, Bernardo Silva, Gundogan, Doku, etc. Ils ont tenté des occasions, mais malheureusement, le gardien de la Juve, là, Di Gregorio, si je me souviens bien, il a fait des arrêts quand il le fallait. Et l'équipe de Juventus qui a défendu très bien dans ce match-là. Mais City aussi fait face avec un autre problème qui est que, à part Haaland, il n'y a personne vraiment pour marquer. C'est vrai que tu as des Doku, tu as des Savinho. Doku, c'est sa deuxième saison. Savinho, c'est sa première saison. Foden qui ne joue pas vraiment. Guardiola parle de sa forme physique, c'est pour ça qu'il ne l'a pas encore utilisé. Lui qui a terminé meilleur joueur de la Première Ligue la saison dernière. Donc j'espère qu'il va revenir très vite, mais que ce soit Doku et Savinho, il manque d'expérience en attaque, il manque de justesse, d'efficacité. Et dans les derniers tiers, si ces gars-là ne sont pas capables d'être dangereux, ça reste compliqué. Et avec les blessures qu'il y a, donc avant, tu pouvais utiliser Gundogan beaucoup plus haut, lui qui est extrêmement dangereux à ce poste-là. Mais tu es obligé de le mettre dans un double pivot avec Grealish qui certes balle au pied. Tu es capable d'avoir la possession, mais quand tu n'as pas le ballon, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs, vous avez vu, les buts que City a encaissés, c'est des buts déjà en contre-attaque et c'est des buts aussi à cause des mauvais placements défensifs à un moment donné. Tu attaques. Si tu n'arrives pas à marquer, dans le football de haut niveau, tu vas encaisser. Et c'est ce qu'a fait la Juventus. Donc, Guardiola qui utilise Rico Lewis en tant que faux latéral gauche. Quand l'équipe défend, Lewis est en tant que latéral. Mais quand l'équipe attaque, Lewis est au milieu de terrain, ce qui permet de libérer des gars comme Gundogan, comme Grealish qui peuvent monter. De Bruyne qui a joué un très bon match que je trouve. Il a essayé des occasions. Ces occasions-là, c'est des actions d'habituellement qui vont au fond. Mais comme vous le savez, De Bruyne aussi, il y a eu des moments compliqués ces derniers temps avec des problèmes de blessures, etc. Donc, je pense qu'il va falloir être patient avec City. Je les vois pas, je ne sais pas vraiment comment ils vont faire pour remonter la pente. Mais il leur reste encore 2 matchs. Ils ont 8 points. Et ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Juventus, c'est pas le Paris Saint-Germain. Juventus, c'est vraiment une équipe ultra défensive qui est solide avec des Kalulu, des Danilo, etc. Donc contre Paris, qui est une équipe qui aime la possession, peut-être qu'ils auront leur chance. Ce match-là qui va être exceptionnel parce que tu as Paris qui a 7 points et tu as Manchester City qui a 8 points et qui a besoin de gagner. Donc pour moi, ça a été un très bon match. City, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais Juventus a su profiter des occasions que City leur a laissées. Et j'ai oublié de le souligner aussi que dans ce genre de match-là, quand tu joues avec des équipes qui jouent bloc bas,
bah, tu peux pas vraiment compter sur Haaland. Il a eu une seule occasion dans le match, c'était la passe de De Bruyne, mais malheureusement, il a pas pu cadrer son ballon pour marquer pour Manchester City. Donc sinon, à part ça, dans le match, c'était compliqué. Impossible de s'imposer dans la surface de réparation parce qu'avec Juventus, ils ont des grands gabarits aussi en défense centrale. Un Bernardo Silva qui a essayé. Ils ont trouvé des petites occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser leurs actions et c'est dommage, ils repartent encore une fois avec une défaite. Donc une sixième journée, les amis, qui a été exceptionnelle et qui met encore le classement beaucoup plus compliqué. L'Aston Villa qui a gagné, Arsenal qui a gagné, Leverkusen qui a gagné, l'Inter de Milan malgré leur défaite, ils sont encore à 13 points. Brest aussi qui a gagné. Donc t'as Lille qui est à 13 points, des équipes comme l'Atlético, le Milan AC qui ont gagné. Juventus, grâce à leur victoire, ils sont passés à 11 points. Eux aussi avaient 8 points. Monaco, malgré leur défaite contre la Arsenal, ils ont quand même 10 points. Donc ce nouveau format-là, les amis, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Donc des équipes comme le Paris Saint-Germain ont besoin de gagner pour essayer de remonter la pente. Parce que là maintenant, malgré que Liverpool a 18, le Barça en a 15, mais dans les 2 journées qui restent là, tout peut se passer. Tout peut se passer, on peut avoir un top 8 complètement différent de ce qu'on voit jusque-là. Et c'est tout bénef pour ce nouveau format-là. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette 6e journée de Ligue des Champions. En tout cas, moi, je me suis régalé avec un Barça qui est à 15 points, qui est 2e du classement. Classement buteur, tu as Lewandowski qui est premier, tu as Rafinha qui est 2e, même si Jonathan David et Guirassy quand même, ils ont 6 buts. Mais en Liga, tu as Lewandowski et Rafinha 2e. Mais en Ligue des Champions également, tu as Lewandowski et Rafinha qui est 2e. Donc le Barça se porte très bien en Ligue des Champions. J'ai très hâte de voir les 2 prochains matchs. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais quand même, ce nouveau format-là est exceptionnel. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, les amis. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!